Et maintenant, c'est le moment de notre grand angle. Vaux-le-Vicomte est la création de 3 artistes réunis par Nicolas Fouquet, surintendant de Louis XIV. L'architecte Louis Levaux, le jardinier André Lenôtre et le peintre Charles Lebrun. Unis dans un même génie, ils ont réalisé un ensemble parfait où règne l'harmonie entre le château et les jardins. Dès son inauguration, en 1661, la propriété devint le modèle dont l'Europe entière va s'inspirer. Ce chef-d'œuvre de l'art classique est aujourd'hui la plus importante propriété privée classée au titre des monuments historiques. Le château accueille chaque année plus de 300 000 visiteurs et son décor enchanteur a servi au tournage de plus de 20 films, de Marie-Antoinette de Sofia Coppola à Angélique et le Roi, en passant par le James Bond Moonraker et l'hilarante Folie des grandeurs. Merveilleux reportage sur ce chef-d'œuvre de l'architecture classique du milieu du XVIe siècle. Et nous sommes maintenant revenus dans les studios de TV Liberté en compagnie de Monsieur Vauguet, le propriétaire de cette plus importante propriété privée classée au titre des monuments historiques. Merci d'être avec nous. Nous avons regardé ce reportage sur ce château et la première question qui vient à l'esprit, c'est est-ce que être châtelain de Vaux-le-Vicomte, ce n'est pas tout simplement surhumain, en dehors des possibilités humaines? Je vous assure que c'est pas surhumain, c'est passionnant, c'est distrayant, c'est instructif, mais ça n'a rien de surhumain. Quand on regarde les chiffres, 2 hectares de toiture, 33 hectares de jardin, 500 hectares de parc clos de murs. Mais comment fait-on? On aime. C'est la seule réponse. Je vous assure, c'est l'amour. C'est d'aimer un endroit et ça décuple peut-être les faibles forces dont on dispose naturellement, mais ça aide. Et alors justement, cet amour, est-ce que vous l'avez forcément par la force des choses grâce à l'héritage de ce château? Est-ce que vous pouvez nous raconter comment votre famille est arrivée au château de Vaux-le-Vicomte? Eh bien, Vaux-le-Vicomte a appartenu à 4 familles. J'appartiens à la 4e. En 1874, 4 ans après le désastre de 70, Vaux-le-Vicomte appartenait encore au duc de Praslin et qui, sentant qu'il n'avait plus les moyens de tenir cette maison, a décidé de la mettre en vente en enchères publiques. Un homme qui s'appelait Alfred Sommier et qui était un industriel qui avait construit avec son père et avec ses grands-parents une raffinerie de sucre à Paris, a été intrigué et a demandé à visiter avant la vente.
il n'a rien dit, mais je crois qu'il a eu un coup de foudre. Et quand il s'est présenté à la Chambre des notaires à Paris, il était seul. Il a été le seul enchérisseur. On a allumé une bougie et on l'a éteinte sur une enchère, la sienne. Personne d'autre ne voulait de Vaux-le-Vicomte. Alors il a acheté Vaux, qui était en très mauvais état. Les communs étaient à moitié par terre, en ruine. La maison tenait debout. Il n'y avait plus un meuble. Les jardins avaient disparu. Ça a été la passion d'Alfred Sommier, mon arrière-grand-père, de refaire Vaux-le-Vicomte, d'essayer de lui redonner le lustre que Fouquet lui avait apporté, les faces que le maréchal de Villars y avait déployées, etc. Ça a été une vie passionnante pour lui. Il était amateur d'art, il a aimé l'architecture, son architecte s'appelait Détailleur. Il a aimé les jardins, il a fait appel à un homme très peu connu qui s'appelle Lenné, et il a couru les antiquaires pour arriver à trouver des meubles et les mettre dans la maison. Et alors, est-ce que, du fait de ce poids de l'héritage, est-ce que finalement, ce n'est pas vraiment une charge également pour vous? Est-ce que ce n'est qu'un plaisir d'avoir... C'est une charge, c'est une charge. Aucun membre de ma famille, parmi ceux qui m'ont précédé, ne s'en sont cachés. Ils ont dit, on perd de l'argent, ça coûte de l'argent. On a amoindri le patrimoine pour conserver Vaux en bon état. C'est une charge. C'est une charge, mais est-ce que la difficulté, c'est est-ce que vous êtes un châtelain, comme les autres, ou est-ce que vous êtes un chef d'entreprise, notamment avec vos deux fils qui vous ont succédé, avec votre accord, qui sont Alexandre et Jean-Charles? Est-ce que c'est le châtelain qui, en 1875, ouvrait gratuitement son château à ceux qui en faisaient la demande par écrit, ou est-ce que c'est le chef d'entreprise qui accueille aujourd'hui, avec toute une série d'animations culturelles, 300 000 visiteurs chaque année? En 1875, c'était un châtelain, vous avez tout à fait raison, car il suffit qu'ils disent au maître d'hôtel, il y a un groupe qui vient à 10h30, faites-leur visiter le rez-de-chaussée. Et à midi, le groupe était parti, et on allait déjeuner, le châtelain, comme vous dites, allait déjeuner ou aller dans le salon ou se vaquait à ses affaires, etc. Aujourd'hui, c'est différent, car pour recevoir en moyenne 1000 personnes par jour, il faut une véritable organisation, et pour que ces 1000 personnes viennent, également des efforts de publicité, communication, ce qui n'est pas du tout dans mes cordes à moi, mais beaucoup plus dans celle de mes enfants, astuces financières, parce que entre 1875 et nos jours, la fiscalité s'est inventée. Peu de gens se souviennent, et pour cause, qu'il n'y avait pas d'impôt sur le revenu jusqu'en 1919. Donc, tout ça a beaucoup modifié les conditions, comme vous dites, du châtelain, et notamment du châtelain d'un endroit très important. Par sa surface, vous avez rappelé quelques chiffres. Mais je pense que le métier que j'exerce et que mes enfants exercent tient aujourd'hui plus de la gestion genre PME que de la vie de châtelain. Non pas que la vie soit désagréable, elle est très agréable, mais dans des conditions différentes. Est-ce que votre famille vit toujours à Vaux-le-Vicomte? Est-ce que vous vivez physiquement? Oui, mais on ne vit plus dans le château, on vit dans les communs. Et c'est encore plus merveilleux, parce qu'on voit la maison et qu'on ne voit pas trop les visiteurs qui viennent et qui ont la gentillesse de nous aider par leur droit d'entrée et par la réputation qu'ils donnent à la maison, qui nous aide à conserver. Vous venez d'évoquer le lourd poids du coût financier pour le château. Est-ce que vous avez des soutiens de la part des pouvoirs publics? Parce que vous êtes un domaine privé, il faut le rappeler, c'est un domaine privé. Je vais vous répondre en faisant un tout petit détour par un éloge. La loi sur les monuments historiques français est l'une des meilleures d'Europe. Je dis d'Europe parce qu'aux États-Unis, il n'y a pas lieu d'avoir une législation de genre. Il y a une législation sur les œuvres d'art, ça c'est différent. Mais la France a un système d'aide qui n'est pas facile à tenir par un gouvernement, notamment dans les périodes de crise, mais également de régime fiscal pour les dépenses reconnues d'utilité aux monuments, qui fait que c'est beaucoup plus supportable que si ce monument se trouvait
peut-être même en Angleterre, encore que les Anglais ont un certain nombre de systèmes. Notre système est très bon et nous entretenons avec le ministère de la Culture, avec ce qu'on appelle les directions régionales des affaires culturelles, les DRAC, par l'intermédiaire des architectes en chef, des relations qui font que jamais jusqu'à présent, Vaud n'a manqué de subventions que pour les, pas pour l'exploitation, que pour les travaux d'architecture. Refaire la toiture, l'État nous aide. Refaire les bassins, l'État nous aide. Payer les gardiens, pas du tout. À Versailles. Payer l'électricité, pas du tout. Payer le chauffage, pas du tout. À Versailles, M. de Vogüé, on est bien d'accord que le personnel, lui, est payé par l'État. Et le chauffage et l'électricité aussi. Est-ce que vous n'avez jamais eu ce désir, à un moment donné, de dire eh bien, que l'État supplée à cette gouffre financier que représente Vaud? Non, jamais. Je vois dans votre regard que je vais poser une question. Je devrais me pencher sur cette hypothèse, mais je ne l'envisage pas parce que l'avenir ne va pas être facile, pour de multiples raisons. Mais c'est une hypothèse que je n'envisage pas, car je pense que la charge de l'État est très très grande. Je pense plutôt que l'État devrait confier à des privés la gestion de certains de ces monuments. Je suis très heureux de savoir que, au bout de 20 ans, nous avons 300 000 visiteurs à Vaux-le-Vicomte et que le Palais Royal de Compiègne n'atteint pas la moitié. C'est un monument national. Monument national. Donc je me dis, c'est vrai que Compiègne est plus loin, que c'est moins connu, que mais peut-être qu'on a moins bien organisé la communication. Enfin, il y a 1000 explications qui peuvent être, centaines d'explications qui peuvent être données. Mais je pense que il se pourrait qu'un jour des entreprises privées s'attachent à ce genre de fonction, faire marcher un monument d'État. Je sais que vous ne prisez pas ou guère la politique, mais est-ce que les ministres de la Culture qui se sont succédés, est-ce que vous considérez que certains ont été meilleurs ou plus à l'écoute que d'autres? Et est-ce que les alternances politiques, vous les avez ressenties? On les a ressenties en ce sens que les budgets ont pu varier. Actuellement, on sait que le budget monument, à l'intérieur du budget de la culture, que le budget monument historique est en diminution et que les besoins sont toujours aussi grands et quelquefois le plus grand encore. Les toitures vieillissent, les murs s'abîment, etc. Donc, les besoins sont les mêmes et les budgets sont resserrés, et pour des raisons évidentes, comme ils le sont dans des tas d'autres domaines. À titre personnel, est-ce que vous avez eu un contact avec un ministre supérieur à d'autres en termes de relations humaines? Il y a très longtemps que je n'ai pas eu de relation avec les ministres de la Culture, parce que je n'avais aucune raison de les embêter. Le dernier avec lequel j'avais des contacts, mais qui étaient des contacts amicaux, c'était Michel Guy. Mais sinon, à chaque fois, je n'ai jamais eu qu'à me féliciter des relations que j'ai eues, avec quelquefois des refroidissements de caractère, des petites brouilles momentanées, mais enfin, on a tout ça dans tous les métiers. Et si l'on en vient à parler du public, donc vous le rappeliez encore tout à l'heure, 300 000 visiteurs par an en moyenne, est-ce que vous avez constaté dans ce public une évolution des genres, quelque part, un public plus jeune, moins favorisé, peut-être qui cherche à se hisser, à s'intéresser plus à la culture française? Je n'ai pas... nous faisons tous les 10 ans une étude sur ce public. Je n'ai pas en tête des paragraphes nous disant que le profil a beaucoup changé. Mes fils ont choisi d'essayer d'attirer la clientèle familiale, autrement dit que Vaux-le-Vicomte soit un lieu de promenade pour une famille avec des enfants. On a adapté la visite par des costumes pour les enfants, des promenades dans le jardin, des cours d'escrime à certains moments. La politique familiale a été un choix. Je ne vois pas pour l'instant de raison de le remettre en cause, mais il y a peut-être d'autres publics qu'il faut essayer de trouver et de chercher. Par exemple, celui des étrangers.
alors que Versailles a un pourcentage d'étrangers absolument phénoménal. Je crois que c'est de l'ordre de 70%. Nous sommes à 20%, et c'est pas un bon chiffre. Donc nous devrions faire sans doute l'effort de trouver les incitations qui feront que les étrangers viendront davantage à Vaux-le-Vicomte. Vous indiquiez qu'il y a beaucoup d'animations mises en place par vos fils et par vous-même. Beaucoup d'animations qui sont culturelles. Vous en évoquiez quelques-unes. On pourrait rajouter les dîners, les visites du château aux chandelles, les spectacles de théâtre. Moi, j'ai entendu Molière dans les jardins de Vaux-le-Vicomte, des soirées d'opéra. Est-ce qu'il n'y a pas non plus le sentiment qu'à force de rajouter ce type d'animation, on puisse arriver à une forme de dénaturation, en prenant l'exemple, par exemple, de l'ouverture du château à des privés, à des personnes qui souhaitent faire leur mariage ou faire quelques colloques ou des réunions d'entreprise. Est-ce que c'est pas un peu dénaturé ou est-ce que c'est pas nécessaire et obligatoire? Vous venez de faire mouche, car c'est effectivement un sujet qui m'intéresse beaucoup, qui ne me tracasse pas encore, mais qui m'intéresse beaucoup. Quand vous avez dit un mariage, ça dure 24 heures. Ça ne va pas dénaturer une maison qui est ouverte 365 jours, en gros 300 jours par an. Je taquine un de mes fils qui a consacré 2 jours chaque année au Palais du Chocolat. Est-ce que c'est dénaturé, Vaux-le-Vicomte, que de faire les soirées du chocolat? À un moment, j'étais un peu ahuri, et puis ça ne dure que 2 jours. Ça fait venir un autre public qui voit aussi, en même temps que l'artisan chocolatier, voit les plafonds peints par Lebrun, les jardins de Lenôtre. Je crois que c'est l'esprit dans lequel on fait ces divertissements et ces débordements qu'on pourrait trahir Vaux en faisant des choses contraires à l'esprit ordonné du XVIIe, poétique du XVIIe. La Fontaine a quand même été le grand bonhomme de Vaux-le-Vicomte. Et ce bonhomme La Fontaine a apporté un sentiment de facilité, d'agrément, de simplicité que je pense que nous essayons de poursuivre et qui pourrait être menacé. Vous avez raison. Nous ne pourrions pas mettre des voitures tamponneuses. On m'a proposé des girafes et des hippopotames, je ne les ai pas acceptés. Mais je pense que pour l'instant, nous avons tenu la bonne route. Et des œuvres d'art contemporain, par exemple, comme à Versailles avec les sculptures de James Coon, c'est possible à Vaux-le-Vicomte? Est-ce que je peux être un peu taquin? Au contraire. Je pense que je pourrais accepter d'avoir un Jeff Koons à Vaux, à condition que le circuit qui mène à cette statue, si on peut donner de statue à ce genre d'œuvre, commence par Rodin et Mayol, et qu'en fait, ça soit le chemin du diable qui nous mène à Jeff Koons. Donc, pas de homard dans le salon ovale de Vaux. Pas de homard luminescent et en plastique et dans le grand salon. Bon. Ça fera quelques bonnes nouvelles pour quelques-uns. Ils sont nombreux. La dernière question, monsieur de Vaugué. Dans quel endroit du château ou du jardin, un endroit précis où vous vous sentez le mieux? Dans quelle pièce? Auprès de quel objet? Où là, vous vous dites, le surintendant Fouquet et moi, en droite ligne, eh bien, sommes amoureux de ce même lieu, de ce même chose, de ce même endroit. Quel est ce lieu? Quelle est cette place? Mon premier instinct est de vous dire, partout, je suis heureux d'être à Vaux. Et au fur et à mesure que j'y vieillis, je suis de plus en plus émerveillé de la qualité de cet endroit et effrayé par la responsabilité d'avoir à le maintenir. Il y a pourtant un lieu où je suis peut-être plus ému qu'ailleurs, c'est la chambre à coucher de Fouquet, où le décor est absolument identique à ce qu'il était quand Fouquet y a vécu ses dernières nuits de liberté. C'est une chambre avec des tapisseries, un beau tableau de Bigot, un tableau de Bassano, un beau Christ, un lit, des chaises, c'est tout.
C'est là qu'il a vécu les dernières nuits de liberté avant de faire 19 ans de prison et mourir. Et c'est cet endroit-là, qui est aussi le premier que j'ai restauré, qui me fait plaisir. Merci beaucoup. Merci d'être venu avec nous. Merci de nous avoir reçus C'est à moi qui vous Vaux-le-Vicomte, remercie. qui est, je le disais en exergue de mon propos, le chef-d'œuvre. Le chef-d'œuvre de l'architecture classique, mais qui est tout un chef-d'œuvre tout court et qui est un musée, un château, des jardins à visiter, bien évidemment. Et comme le disait M. de Vogüé, il est ouvert tous les jours de l'année, ou presque. Merci.